Bienvenue dans ce décryptage de la machine politique américaine. On entend souvent dire, n'est-ce pas, que le système américain est complètement bloqué, paralysé par des querelles partisanes et des lourdeurs administratives sans fin. Eh bien, en réalité, ce blocage n'est absolument pas un bug, c'est une fonctionnalité. C'est du sur-mesure, conçu par les pères fondateurs avec une véritable obsession en tête, empêcher à tout prix le retour d'une tyrannie. Bref, le résultat, c'est une architecture institutionnelle fascinante où les pouvoirs sont littéralement programmés pour s'entrechoquer et s'équilibrer en permanence. Allez, plongeons dans le vif du sujet et regardons de plus près les plans de cette fameuse machine. Notre analyse d'aujourd'hui va s'articuler autour de 5 grandes pièces. On va commencer par les fondations du système, puis on verra le leadership présidentiel, le pouvoir du Congrès, la juridiction fédérale et on terminera par la mécanique des contre-pouvoirs. Partie 1, les fondations du système. Construire les plans. Pour vraiment saisir cette mécanique, il faut remonter à la source. Les colons américains venaient tout juste de se libérer de la monarchie britannique et ils avaient une peur bleue, mais vraiment viscérale, du pouvoir absolu. Et c'est exactement cette angoisse qui a servi de moteur pour bâtir un système qui rejette totalement la concentration de l'autorité en s'appuyant sur une séparation des pouvoirs poussée pour ainsi dire à son paroxysme. L'évolution de tout ça s'est faite par étapes. On a d'abord la fameuse déclaration d'indépendance en 1776, suivie d'une première confédération assez lâche en 1777. Les débuts ont été, disons-le, plutôt laborieux. Mais le vrai tournant, c'est la Convention de Philadelphie en 1787. À la base, les délégués étaient juste là pour réviser quelques accords commerciaux. Mais ils ont carrément dépassé leur mandat initial pour pondre une toute nouvelle constitution. Une constitution qui a créé un État fédéral ultra robuste en 1789 et qui, c'est quand même fou quand on y pense, régit encore le pays aujourd'hui. Et ça illustre brillamment la philosophie au cœur de toute cette architecture, la fameuse séparation des pouvoirs de Montesquieu. En gros, le pouvoir est découpé à l'extrême. On a des compétences strictement séparées, des mandats qui ne font pas la même durée, des modes d'élection complètement différents. L'idée des fondateurs, c'était de s'assurer qu'aucune faction ne puisse faire main basse sur l'État d'un seul coup. L'objectif, forcer le compromis. C'est la garantie absolue d'un exercice modéré du pouvoir. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le leadership présidentiel, le rouage exécutif. C'est la pièce centrale de l'État fédéral aujourd'hui, mais attention, cette toute-puissance de la Maison-Blanche, c'est finalement assez récent. L'ère moderne de ce leadership présidentiel, elle ne s'est vraiment imposée que dans les années 1930, avec Franklin D. Roosevelt et son interventionnisme massif face à la crise. Avant ça, le pays a traversé de très longues périodes où c'était soit le Congrès, soit les juges de la Cour suprême qui menaient la danse. Évidemment, arriver à la présidence, c'est un véritable parcours du combattant. Un processus qu'on peut diviser en 3 grandes étapes mécaniques. D'abord, il faut survivre à la sélection impitoyable des partis lors des primaires ou des caucus. Ensuite, c'est le grand jour en novembre, l'Election Day, mais attention, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce vote est indirect. Les citoyens ne choisissent pas directement le président, ils choisissent des grands électeurs. Et c'est la 3e étape, le vote formel de ce fameux collège électoral qui scelle le destin du pays. Et là, tout repose sur un chiffre clé, 538. C'est le nombre total de ces grands électeurs qui sont répartis entre les 50 États selon leur poids démographique. Pour gagner la Maison-Blanche, il faut absolument atteindre la majorité absolue, le nombre magique de 270 voix. C'est d'ailleurs cette mathématique électorale un peu particulière qui explique pourquoi, à chaque élection, tout le monde fait une fixette sur une petite poignée d'États clés, les fameux swing states. Une fois installé dans le bureau ovale, le président a de sacrés outils à sa disposition. Même s'il ne peut pas proposer de loi directement, il a le bras long. Prenez le spoil system par exemple, en place depuis 1829. Ça lui permet de nommer une grande partie de la haute administration et de s'entourer de fidèles. À l'international, il peut utiliser les executive agreements pour passer des accords sans avoir besoin de la très lourde ratification des 2/3 du Sénat. Et face au Congrès, il a l'arme fatale, le droit de veto. Notamment le pocket veto qui lui permet en fin de session parlementaire d'enterrer une loi discrètement mais sûrement. Partie 3, le pouvoir du Congrès ou le contre-rouage législatif. Parce que oui, le président ne peut absolument pas gouverner seul. Face à lui, sur la colline du Capitole, se dresse le Congrès. Historiquement, juste après la guerre de sécession, c'était la force dominante de l'État. Et aujourd'hui encore, c'est le grand contre-rouage de la machine. Pour faire simple, un président sans le soutien du Congrès, c'est un président condamné à une paralysie quasi totale. Passons à la suite pour voir comment tout cela s'articule concrètement. Le Congrès est bicaméral avec 2 chambres pensées pour s'équilibrer l'une l'autre. D'un côté, on a la Chambre des représentants, 435 membres, élus pour 2 ans seulement. C'est un peu le miroir instantané de la population et de ses mouvements. Et de l'autre côté, le Sénat qui incarne la stabilité de l'Union. Il y a 100 sénateurs élus pour 6 ans, avec une règle d'or, une égalité stricte entre les États. 2 sièges chacun, point barre. Ça garantit que les petits États ruraux ne se fassent pas écraser par les grands États très peuplés.
Il y a une règle fondamentale à retenir ici. Le président n'a aucun pouvoir pour dissoudre le Congrès. Du coup, les parlementaires savent que leur siège est en sécurité et ils n'hésitent pas à utiliser leurs immenses pouvoirs de contrôle. Ils tiennent les cordons de la bourse, le fameux pouvoir budgétaire, et peuvent littéralement couper les vivres à l'administration. Ils peuvent aussi lancer des commissions d'enquête tentaculaires. Et puis bien sûr, il y a la procédure d'impeachment. C'est une arme de destitution initiée par la Chambre et jugée par le Sénat, qui a été utilisée historiquement de façon neutre pour sanctionner des manquements graves, visant par exemple des figures comme Andrew Johnson, Richard Nixon, Bill Clinton ou encore Donald Trump. Quatrième partie, la juridiction fédérale, le frein judiciaire. On passe au troisième grand engrenage. Si le président agit et que le Congrès délibère, les juges, eux, sont les gardiens du temple. C'est le coup de frein indispensable pour s'assurer qu'aucune loi ou décret ne vienne piétiner la Constitution. Et tout en haut de cette pyramide, on trouve très exactement 9 personnes, 9 juges à la Cour suprême. Le truc complètement fou, c'est qu'ils sont nommés à vie. Évidemment, ça se fait avec l'approbation du Sénat, donc quand un président a l'occasion de nommer un ou plusieurs juges, c'est un acte aux conséquences absolument gigantesques. Ça lui permet d'ancrer sa philosophie politique à la tête du pays, et ça pour des décennies. Alors, le point crucial ici, c'est cette citation implacable de Charles Hughes, un ancien président de la Cour. Il disait « La Constitution est ce que les juges disent qu'elle est ». Il faut savoir que la Constitution américaine est super courte et rédigée en des termes très très larges, ce qui donne à la Cour un pouvoir d'interprétation monumental. Un texte peut être jugé constitutionnel à un moment donné, puis inconstitutionnel 50 ans plus tard, tout simplement parce que l'idéologie de la majorité de ces 9 juges a évolué. Et ce pouvoir colossal, il ne vient même pas directement de la Constitution. Il a été forgé par un arrêt historique en 1803, l'arrêt Marbury contre Madison. C'est cette décision qui a mis en place le contrôle de constitutionnalité. En gros, c'est le pouvoir pour un juge de prendre une loi, de dire non, ça viole la Constitution, et de l'annuler purement et simplement. C'est un frein institutionnel massif qui peut stopper net à la fois le Congrès et la Maison-Blanche. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernière partie, la mécanique des contre-pouvoirs ou la friction dans la machine. C'est un peu le point d'orgue de notre analyse. Aux États-Unis, le président ne gouverne jamais dans un monde idéal et paisible. Il doit faire face à de formidables forces d'opposition. Que ce soit les freins prévus par les textes ou ceux qui ont émergé avec le temps, le pouvoir se heurte constamment au pouvoir. Et c'est exactement cette friction qui fait tourner la machine. Sur le plan institutionnel d'abord, cette friction est partout. Le président se frotte à un fédéralisme extrêmement puissant, avec 50 gouverneurs qui défendent bec et ongles les intérêts de leurs États. Au Capitole, c'est ce qu'on appelle souvent un no-party system. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un élu américain défend d'abord son État ou son district avant de suivre les ordres de son parti. Le localisme gagne presque toujours sur la discipline partisane. Bref, le président n'est jamais sûr d'avoir le soutien de son propre camp, il est condamné à négocier tout le temps, sur tout. Et à ça, il faut rajouter les contrepoids non institutionnels, qui sont tout aussi redoutables. On a les agences indépendantes au sein de l'administration fédérale qui échappent largement à l'autorité directe du président. On a bien sûr les lobbies. D'ailleurs, petit rappel important, dans le système américain, les activités de lobbying sont hautement réglementées, tout à fait légales et complètement transparentes. Et puis enfin, le juge de paix suprême de la politique, l'opinion publique. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est d'avoir comment l'opinion publique agit comme le multiplicateur absolu de tous ces autres contre-pouvoirs. Quand un président est super populaire, la magie opère. Le Congrès est conciliant, les lobbies s'adaptent. Mais que se passe-t-il si cette popularité s'effondre ? L'effet est radical. Le Congrès s'enhardit, les enquêtes pleuvent, la machine législative se fige. Perdre le soutien des citoyens, c'est comme tirer le frein à main de tous les contre-pouvoirs en même temps. Pour conclure ce décryptage, on est en droit de se poser une vraie question de fond. Cette incroyable machine d'horlogerie, imaginée à la fin du XVIIIe siècle par des visionnaires terrifiés par la tyrannie, elle repose entièrement sur la négociation, le compromis transpartisan et une certaine dose de friction modérée. Mais aujourd'hui, dans un climat d'hyperpolarisation politique où le moindre compromis est souvent vu comme une haute trahison, est-ce que ces vieux rouages vont continuer indéfiniment à s'équilibrer pour préserver la stabilité du pays ? Ou bien est-ce que la friction de notre époque va devenir tellement violente qu'elle finira par gripper définitivement la machine ? C'est le grand défi contemporain de ce système majestueux. Et la question reste entière.